Monsieur de Carnière, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. On va commencer par des petites questions de biographie. Vous pouvez me donner la date et le lieu de votre naissance, s'il vous plaît? Sur ce point, je vous répondrai évasivement, pour deux raisons. Une raison religieuse, vous savez qu'avec le prénom et la date de naissance, on peut voler votre âme dans certains rites vaudous, et comme ça sera mis sur Internet, je préfère être prudent, surtout avec nos étudiants. Et deuxième point, avec la date de naissance exacte et le lieu de naissance, vous pouvez faire de la manière la plus simple du monde une usurpation d'identité maintenant. Donc je vais vous répondre que j'ai à peu près 40 ans. Voilà. D'accord, je vous remercie. Et je suis né en région parisienne. D'accord. À quelle année avez-vous eu votre baccalauréat? En 1986. Vous avez eu une mention? Oui. Laquelle? Assez bien. Assez bien. En quelle année avez-vous À eu... cause des impasses totales que j'avais faites et qu'il a fallu rattraper. Bon, c'est déjà une mention. En quelle année avez-vous eu votre doctorat? En 1900... Attends, là, il faut que je me souvienne. J'ai soutenu à la fin de l'an 2000. D'accord. Quel était votre sujet de thèse? C'était un sujet sur la procédure criminelle au Moyen-Âge. En quelle année êtes-vous devenu professeur? Je suis devenu professeur 2 ans plus tard, après avoir passé l'agrégation d'histoire du droit. En quelle année êtes-vous devenu membre du conseil de faculté? Ça, je ne me souviens plus très bien. C'est mon premier mandat, donc ça doit être il y a à peu près 5 ans. D'accord. En quelle année êtes-vous devenu président de jury, notamment des premières années? Je pense que c'est depuis 4 ans, où j'ai succédé à M. Van Enrich. Mais je ne saurais plus vous dire la date exacte non plus. En tant que professeur, que préférez-vous chez les étudiants? Pouvez-vous préciser la question? Que préférez-vous? Quel est selon vous Est-ce les cours physiques, ce que je préfère chez les étudiantes, etc. ou... Non, la qualité, si vous pouvez déterminer des qualités intellectuelles chez les étudiants. Alors il est difficile parce que ce sont des étudiants qui arrivent en première année, sortent du baccalauréat où ils sont maternés. Donc les qualités intellectuelles qu'on peut leur demander, qu'on souhaite surtout, c'est surtout la curiosité d'esprit. Vous pouvez préciser. Pouvoir aller, c'est à votre tour de me demander de préciser, c'est pouvoir aller au-delà. Ne pas se contenter d'un cours, de TD qui ne sont qu'un squelette, d'aller au-delà dans la matière et dans les à-côté de la matière. Commencer à se dire, je fais du droit, est-ce que j'aime ça? Si oui, eh bien, lire. Lire la presse, sur tous les problèmes de société juridique. Lire aussi les ouvrages de culture juridique. S'intéresser finalement au monde qui sera le leur, qui sera celui du droit. Deuxième qualité, une qualité de travail. Les étudiants, je les trouve souvent paresseux intellectuels. C'est-à-dire que selon vous... Ils ne travaillent pas assez. Ceux qui sont un peu fumistes sur les bancs? Pas fumistes. Je pense qu'on les a habitués dans le secondaire à un ronronnement intellectuel et à donner le minimum syndical pour avoir leur passer dans l'année supérieure et avoir leur baccalauréat. Donc il y a un manque d'émulation et trop souvent aussi un manque de confiance en eux. Parce que souvent je trouve que le niveau est souvent médiocre, il faut bien le dire, les étudiants, parce que la faculté devient un deuxième choix. Mais ce qui est encourageant, c'est que les étudiants sont souvent tout de même, ont une intelligence. Mais ils n'ont pas confiance en eux pour la manifester et se prendre en main. D'accord. Vous pensez que... Comment les étudiants pourraient peut-être arriver à aller plus loin intellectuellement, notamment vis-à-vis de votre matière, en histoire du droit? Déjà en prenant confiance en eux. Ensuite, en se motivant pour travailler. Et puis ensuite, c'est à nous, je dirais, au début de nos cours, au début des premiers cours de la matière, de savoir les intéresser et les motiver à aller plus loin. Vous pensez qu'il faut être un bon pédagogue pour faire en sorte que les étudiants apprennent et aillent plus loin? Être un bon pédagogue, c'est prétentieux. Je dirais donner envie d'aller plus loin. D'accord. Quels conseils en général pourrez-vous donner aux étudiants pour réussir en droit, précisément?
Alors, pour moi, les qualités pour être juriste, le problème, c'est que vous n'avez jamais fait de droit avant. Donc, vous découvrez un nouveau monde, et d'une part, est-ce que vous allez acquérir un esprit juridique, et d'autre part, est-ce que ça va vous plaire? C'est pour ça que pour moi, un échec en première année et une reconversion n'est pas à voir comme un échec mal vécu, mais comme je me suis peut-être trompé de voie. C'est tout. Et la question à se poser, c'est, en cas d'échec, est-ce que j'aime le droit? Et deuxième question, si oui, est-ce que je me suis donné tous les moyens cette année de réussir? Je crois que j'ai oublié votre question entre-temps. Les conseils pour réussir en droit, pour être juriste. Il faut, je dirais, toujours la curiosité d'esprit, une inventivité, parce que vous aurez, à travers de faits, toujours à construire, à trouver une solution juridique. Et très souvent, vous travaillerez pour une partie. Donc ce n'est pas à proposer la solution juridique du droit de la loi en tant que telle, mais quelle est la solution juridique qui convient à mon client au mieux de ses intérêts. Donc par d'inventivité, par d'écoute, esprit de synthèse. Et cela veut dire aussi, pour les premières années, des qualités de forme. Savoir penser, écrire dans une langue sans ambiguïté. Vous pensez que les étudiants sont moins bons en français? Oui. Pourquoi? Ça, je saurais vous répondre, mais je pense que je dirais que là, c'est des lacunes qui nous viennent parfois, où l'on voit des étudiants qui ont des lacunes en français du primaire. D'accord. Vous pensez qu'il y a eu une évolution entre-temps? Entre l'époque où vous étiez étudiant et aujourd'hui, oui, notamment sur ce point? Oui. Donc c'est-à-dire que je dirais qu'à mon époque, une copie pouvait tourner à vide de manière formelle en étant relativement bien rédigée, mais sans vraiment de fond et de réflexion. Maintenant, les étudiants, je trouve que les différentes réformes du français et du secondaire, notamment depuis 1995 et les réformes Lang et Bayrou, ont abandonné la forme, mais sont allés davantage sur le fond et la réflexion pour les élèves. Ce qui fait qu'on a des étudiants qui maintenant, je trouve, ont une capacité de réflexion dès la première année qui souvent est supérieure à la nôtre, mais comme ils n'ont pas les outils formels pour l'exprimer, finalement ils en sont paralysés. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que vous êtes prisonnier, finalement, de formes linguistiques inadéquates, pauvres, qui ne vous permettent pas de mettre en valeur votre pensée. D'accord. Et ça, c'est vraiment un drame. Et sur le plan de la culture générale, vous pensez qu'il y a eu une évolution entre l'époque où vous étiez étudiant et les étudiants d'aujourd'hui? Alors là, il faut faire attention. Parce que moi, maintenant, je juge la culture générale avec une expérience de plus de 20 ans par rapport à mon baccalauréat. Il est évident que, déjà à mon époque, notre culture générale et ma culture générale n'étaient pas très brillantes. Ça s'est énormément dégradé. Mais ce n'est pas forcément de votre faute. C'est-à-dire qu'on le voit, et j'ai été plusieurs fois membre de concours catégorie A, où il y a une épreuve de culture générale, il vous manque même la culture générale de votre époque. C'est-à-dire que vous ne connaissiez plus des grands classiques, pourquoi pas. Mais que vous ayez un désintérêt face à des questions de culture actuelle, d'éthique, par exemple. À ce moment-là, il faut tout de même aller voir un peu quelques auteurs pour vous forger votre opinion et aller au-delà de l'opinion que fait du commerce. Ça, souvent, vous n'en êtes pas capable. Nous, on en était capable. On était capable d'acquérir et de s'ouvrir. Et ce qui vous manque, souvent au concours, quand on voit que ça ne va pas, bien on se dit on va orienter vers une culture générale du XXe siècle. Et on se dit pour vous, c'est le cinéma. Et là aussi, il y a une pauvreté totale. Et là, on en reste pantois à se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils font? Et ce n'est pas la culture générale à changer, c'est ce manque de curiosité intellectuelle complet. Et comment y remédier? Ça, je dirais que, d'une part,
c'est à nous à vous donner ce goût pour la culture générale. Ensuite, c'est à vous prendre en main. Parce que ce qui est paradoxal, c'est alors que vous avez beaucoup plus d'outils, vous avez le câble, vous avez Internet, que nous, on n'avait pas à notre époque. Pour reprendre simplement cet exemple du cinéma, nous, un film un peu ancien, primordial, par exemple pour l'histoire de la justice ou autre, on était obligé d'attendre qu'il passe à la cinémathèque. Quelquefois, on était obligé d'aller à la cinémathèque, on surveillait les programmes de Bruxelles, de Londres, pour pouvoir aller voir un film qui n'avait pas été vu depuis 20 ans. À l'heure actuelle, entre tous les procédés de reprographie des films, entre toutes les multiples chaînes, vous avez là l'offre, mais peut-être qu'il y a trop d'offres et qui fait que vous ne pouvez pas aller dedans, donc c'est peut-être aussi à nous aussi de vous aider à aller choisir. Vous pensez que les étudiants ne sont pas assez responsables, notamment dans l'application des cours, notamment concernant vos matières, etc. Vous pensez qu'ils sont pas assez responsables dans le sens où ils n'ont pas allé plus loin? Oui. Vous pensez qu'ils n'arrivent pas, que les étudiants n'arrivent pas à se prendre? Je pense qu'ils n'arrivent pas à se prendre en main. Mais ça serait, pour vous, ça serait dû à quoi? Je vais être désagréable avec les enseignants depuis le primaire, mais je crois que ça tient à ce ronronnement général et à la baisse du niveau général depuis le primaire. Ce qui fait qu'on doit agir avec une population qui a beaucoup de bonne volonté. Parce qu'il est quand même rare d'avoir des étudiants motivés qui, même mauvais, n'ont pas une volonté d'y arriver. Mais c'est cette paresse intellectuelle, cette sorte, je dirais, de graisse de la paresse intellectuelle qui s'est mise autour des neurones et dont il faut arriver à se débarrasser. Si vous ne trouvez pas mes propos trop violents. Ça va très bien. Je vais parler maintenant de vos responsabilités ici à la faculté de droit. Que pensez-vous du conseil de fac, de son fonctionnement? Là, il va être difficile de vous répondre parce que, étant dans l'équipe des canals et chargé de mission, travaillant donc pour le doyen actuel, tout propos pourrait être considéré aussi comme une critique. Déjà en disant cela, je semble indiquer que si je voulais parler, j'en aurais, ce qui n'est pas le cas. Donc, le conseil de faculté, pour moi, fonctionne tout de même assez bien. On arrive à avoir les débats. Le tout est d'arriver à travailler dans un climat de confiance. Or, depuis quelque temps, je trouve qu'il y a, entre membres d'un même collège et entre membres de collèges différents, un esprit très désagréable de défiance. De défiance a priori. Et il faut arriver à réinstaurer cette confiance, cette volonté de travailler ensemble. D'accord. Que pensez-vous personnellement y apporter à ce conseil? Je dirais ma modeste expérience et quelques idées. Lesquelles par exemple? Si vous en avez une, la première qui vient à l'esprit. Ça risque d'être long. Bien, par exemple, on a notamment la commission pédagogique. Vous pouvez aller plus loin. Eh bien, vous avez vu qu'il y a eu certaines propositions qui ont été adoptées. On travaille continuellement, mais ce que je pense apporter, c'est essayer d'animer mes responsabilités dans un esprit de concertation. Que j'estime que tout de même nous sommes dans le supérieur qui doit rester un espace de liberté pour les enseignants. Et mon idée, lorsque j'accepte une responsabilité dans cette faculté, c'est d'essayer d'agir en concertation et en respectant la liberté de mes interlocuteurs. C'est-à-dire que j'essaye, et ça c'est aussi à mes interlocuteurs de le dire, parce que je me trompe peut-être lourdement, j'essaye de ne pas agir en autocrate quand j'accepte une fonction universitaire, car pour moi, c'est justement ce qui fait la force de l'université. La force de l'université, c'est cette collégialité. Alors peut-être que je me trompe lourdement et qu'on me prend pour un horrible autocrate, finalement une sorte d'Attila ou de Caligula dans cette faculté, mais bon. Que pensez-vous du rôle des élus étudiants dans ce conseil? Les élus étudiants. Alors comment ne pas se fâcher avec eux? Je trouve qu'à chaque fois, le problème des élus étudiants,
c'est qu'il change au gré des élections. Or, quand arrive un élu étudiant, il est tout joli, tout beau, avec plein d'idées, et souvent ne sait pas, finalement, ce qu'est un conseil de faculté, à savoir quelles sont ses attributions exactes et quel est son pouvoir. Et trop souvent, vous avez l'impression que vous pouvez tout changer, alors que cela ne dépend pas, finalement, de la mauvaise volonté des autres collèges qui sont représentés, mais tout simplement de la limite des pouvoirs du conseil de faculté, qui n'est qu'un organe de conseil, finalement. Donc c'est ça le souci. Ce qui est bien, c'est que vous apprenez assez vite votre rôle. Je vais risquer de me fâcher avec certains, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y ait des syndicats étudiants. Pour moi, un conseil de faculté, c'est local. Pour notre faculté, et à partir du moment où il y a des représentants de mouvements nationaux, on a toujours un risque de voir interférer des questions nationales dans des questions locales. Or, nous devons, pour moi, c'est simplement mon avis, je n'engage absolument pas l'équipe des canals ou doyen, bien sûr, en vous disant cela, pour moi, nous devons jouer au niveau local, uniquement entre nous. Justement, que pensez-vous du rôle des associations étudiantes? On ne les voit pas assez. Vous pouvez préciser? C'est-à-dire que, encore maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment vous dire quelles sont, je pense que je ne connais pas le nom simplement de toutes les associations étudiantes. Alors c'est peut-être aussi de ma faute parce que je ne vais pas assez vous voir dans vos tanières au sous-sol, mais on ne vous voit pas assez, on ne vous connaît pas assez. Vous pensez qu'il y a un défaut de communication? Oui. Et est-ce que vous pensez que ce ne serait pas à la faculté, aux doyens, de permettre aux associations de pouvoir communiquer, s'émanciper? Je pense que c'est un effort de tous. Que cela ne relève pas simplement d'une relation entre vous et le doyen, mais aussi avec toute personne qui a des responsabilités dans cette faculté. Et à vous aussi. On a constaté un désintérêt, un grand désintérêt pour les étudiants, pour s'investir dans des associations, et même au niveau de l'université. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut y remédier? J'espère que l'on peut y remédier. Comment, je ne sais pas, car ce désintérêt, ce désinvestissement semble être finalement ce désinvestissement que l'on voit chez beaucoup d'étudiants, où là, par rapport à mon époque aussi, puisqu'il faut parler des époques antérieures, le gros défaut que je trouve maintenant chez les étudiants, c'est un individualisme forcené. Et quand on a un individualisme qui prend le pas dans un amphithéâtre, comment voulez-vous avoir envie de vous investir dans quelques mouvements étudiants que ce soit? On sait qu'il y a eu des réformes qui sont en cours au niveau de l'université. Comment voyez-vous l'université dans le futur? Pour moi, l'université actuelle a fait la preuve elle est à bout de souffle. Comme l'université du XVIIIe siècle, les facultés de droit étaient à bout de souffle, moribondes, et la réforme violente napoléonienne leur a permis de se rénover, d'avoir 2 siècles devant elle. Là, nous avons à nouveau un modèle à bout de souffle. Simplement, les réformes sont-elles les bonnes? Ça, je ne sais pas. J'espère que l'université aura encore un rôle à jouer. Pour moi, c'est tout de même l'enseignement supérieur le mieux, le plus adapté pour la jeunesse, pour se former intellectuellement, pour pouvoir être des généralistes et non pas des simples techniciens, mais pouvoir évoluer dans une carrière. Ce n'est pas des études techniques qui vous le permettent. Et sinon, je crois encore en la faculté, sinon j'aurais demandé un détachement ou je chercherais à avoir un détachement. D'accord. Mais cela ne peut être qu'un espoir. Monsieur le professeur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.